partager l'écran. Voilà. Donc, l'objectif de ce point, c'est en fait le troisième atelier qu'on fait autour de ce sujet d'environnement, de RSE et du lien qu'il y a ou qu'il peut y avoir avec le monde de l'IT et de la data. Le précédent était dédié à l'éco-conception. Le premier était introductif autour de ces deux thématiques et comment elles convergent aujourd'hui. Et donc, le troisième de ce jour est dédié plus précisément à comment la data et l'IA contribuent, comme on va le voir, à la fois à piloter, à mesurer, gérer ces risques et ces impacts, et également permet de se projeter dans l'avenir. Sont deux univers qui sont intimement liés. Tout ce qui est transition énergétique et tout ce qui est transition numérique. C'est un fait, c'est une réalité, c'est même quelque chose qui est porté par que ce soit par le gouvernement en France, on va avoir toute une première partie sur l'aspect législatif, ou que ce soit au niveau de l'Europe et du Conseil européen. Ce sont deux sujets qui sont les deux grandes révolutions du XXIe siècle et qui aujourd'hui vont de pair, notamment parce que la data et l'IA contribuent à faire en sorte que tout ce qui est mis en place au niveau de la transition énergétique, tout ce qui est mis en place au niveau de la transition climatique, puisse être encore une fois mesuré et optimisé. On va voir pourquoi et comment aujourd'hui. C'est bon, vous voyez bien l'écran? Oui, merci. Oui. Parfait. Donc déjà, premier point, le cadre de référence, où en sommes-nous? Au-delà des discours et de bonne volonté que peuvent avoir aussi bien les particuliers, la société civile comme nous, que les entreprises ou les gouvernements, concrètement, aujourd'hui, il y a un nombre de textes fondateurs relativement importants, des réglementations qui sont très incitatives et qui donnent un cadre de référence à ce qu'est ou ce que va être ou quelle va être la trajectoire de cette transition, comment l'évaluer, sur quoi s'appuyer pour la mesurer, sur quels sont les différents référentiels. Et pour ça, il y a depuis une dizaine d'années des textes, des règlements, des lois qui ont été promulgués, que ce soit au niveau international, au niveau européen, au niveau français. Alors, on ne va pas rentrer évidemment dans le détail de chacun des exemples qui sont sur ce slide, mais juste les plus importants. Si on prend le premier, le GHG Protocol, qui a été promulgué dès les débuts des années 2000. En fait, c'est la première des mesures qui est aujourd'hui suivie et mesurée par la plupart des entreprises qui ont donc pour ambition de limiter leur impact sur la planète, et notamment limiter les gaz à effet de serre. Et en fait, ce protocole institue trois scopes qui sont aujourd'hui les scopes qui sont suivis, qui vont permettre de donner un cadre à l'évaluation que je fais de mon empreinte. Donc concrètement, ces trois scopes permettent pour le scope 1 de délimiter le périmètre qui concerne les émissions qui sont produites par une entreprise liées à la fabrication de ces produits ou délivrée de ces services. Donc, ça englobe tout ce qui est équipement, installation, les émissions de carburant consommées éventuellement par les entreprises. Donc, c'est en fait aujourd'hui tout ce qui permet d'évaluer la production, on va dire, de gaz à effet de serre d'une entreprise, sans prendre en compte d'autres éléments que ceux qui la concernent directement. Si on va plus loin, il y a le scope 2. Le scope 2, en fait, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, qui sont liées à la production des énergies achetées, utilisées
dans le cadre de mes activités. Donc, ça n'est pas lié à ce que je produis, mais ce que j'utilise pour produire. D'accord? Donc, c'est un point assez structurant. Et le troisième, c'est le scope 3. Donc, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, les entreprises qui s'étaient fixées comme objectif d'évaluer leur empreinte carbone ne prenaient en compte que les éléments du scope 1 et du scope 2. Et depuis le début de l'année, ils doivent également, ils n'ont aucune obligation, hein, bien sûr, hein, mais ils doivent prendre en compte, ceux qui veulent aller encore plus loin, prendre en compte les éléments venant du scope 3. Et dans le scope 3, en fait, ça concerne toutes les autres émissions indirectes que celles que l'on produit ou qu'on utilise pour produire. Donc, si par exemple, je prends le cadre d'un process dans l'univers de la grande distribution, si je suis un acteur comme Carrefour, aujourd'hui, je dois prendre en compte les premiers éléments que j'ai cités du scope 1 et du scope 2, et demain, enfin même dès à présent, mais demain, si on part dans un mode un peu prospectif et en prenant en compte le fait que tout ça ne peut pas être mis en place en un claquement de doigts, je devrais prendre en compte également les émissions des fournisseurs, des sociétés que j'utilise pour le transport des marchandises qui sont ensuite, par exemple, stockées dans mes entrepôts. Je dois prendre en compte jusqu'à la production des produits qui sont proposés ensuite dans mon magasin, même si je ne suis pas à l'origine de la production de ces produits. Je ne parle pas de marque distributeur. Et je dois prendre en compte, donc ça c'est tout l'amont, mais je dois prendre également tout l'aval, c'est-à-dire les impacts ensuite que produisent les consommateurs des produits que je propose à la vente. Voilà, donc ça c'est un texte qui est vraiment structurant et fondateur dans le cadre de la prise en compte par les entreprises, donc concrètement hein, de nos clients. Si on se met dans un mode prestation de services nous concernant pour pouvoir les aider dans cette transformation de nos clients, ils doivent prendre en compte l'ensemble, et on va le voir, de ces éléments. On va voir que ça n'est pas évidemment si simple que ça. Autre texte fondateur, c'est les accords de Paris. Celui-ci, on le connaît tous. C'est à travers ces accords qu'ont été définis la limite de réchauffement climatique à 1,5 degré. Et puis, dernier exemple, le CSRD, qui là est un texte de loi français ou européen, pardon. C'est la directive sur les reporting de développement durable des entreprises, donc qui rentre en vigueur, c'est un texte qui date de 2022, mais qui rentre en vigueur en 2024 pour les exercices 2023, et qui en fait, pour faire simple, est un texte qui établit un certain nombre de critères pour lesquels les entreprises vont devoir produire des reportings, ce qu'on appelle les reportings extra-financiers. C'est-à-dire que, si je prends pour l'exemple de Carrefour, c'est-à-dire que Carrefour va devoir, de manière obligatoire, produire un certain nombre d'indicateurs qui va permettre d'évaluer, encore une fois, son impact, et ces rapports doivent être produits au même titre que les rapports financiers. D'autant qu'aujourd'hui, dans le cadre d'investissements que peuvent faire un certain nombre d'acteurs, il est de plus en plus demandé à ce que ces reportings extra-financiers existent et correspondent aux engagements que sont fixés les entreprises. Ça n'a pas encore la même valeur que les reportings financiers, évidemment. Une société qui est très performante, mais qui n'est pas encore au top dans le cadre de sa politique, sa stratégie de transformation climatique, trouvera toujours des investisseurs. En revanche, ça prend quand même de plus en plus de place dans les décisions. Donc ça, c'est déjà les textes de loi. Au-delà de ces textes de loi, il y a aussi d'autres initiatives et projets qui sont mis en place, par exemple à travers l'ONU ou d'autres organismes internationaux européens ou français. Et en fait, là, on va retrouver, on va plutôt appeler ça des projets, des chartes auxquelles souscrivent les entreprises.
C'est-à-dire, et parfois, il y a des chartes, des textes qui sont propres à certains secteurs d'activité. Donc là, on va retrouver, vous pouvez le retrouver par exemple dans les rapports que produisent des LVMH, des Carrefour, des BNP ou autres sur leur politique, leur stratégie liée à tout ce qui est RSE. Souvent, au début de leur rapport, ils précisent qu'ils sont adhérents de telle ou telle charte. Et donc, de ce fait, ils s'engagent à respecter, au même titre qu'ils s'engagent à respecter les textes de loi qu'on vient de voir, ils s'engagent à respecter aussi ce qui est promulgué dans ces chartes. Donc, par exemple, si on prend un exemple, le TCFD, donc, a été créé en 2015 par le Conseil de stabilité financière du G20, établit un certain nombre de recommandations sur la publication, justement, à destination des investisseurs, d'informations par les entreprises sur leur gouvernance et leurs actions pour réduire les risques liés au changement climatique. Voilà, donc c'est aujourd'hui, et ces textes de loi, ces chartes, comme on voit, prennent une place de plus en plus importante et de nouvelles apparaissent de manière régulière. Donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience. Je pense que vous le voyez chez vos clients, au-delà de ce qu'on peut voir à travers les news. On le voit également chez nos clients. Il y a une réelle prise de conscience. Tous les acteurs du CAC 40 et au-delà, aujourd'hui, produisent annuellement leur rapport climat, leur rapport RSE. Là, on voit 3 exemples dans différents secteurs, dans le luxe, dans la PGC et dans le secteur bancaire. Donc, on voit aujourd'hui que tous les acteurs, et donc encore une fois nos clients, ont pris la mesure de la nécessité de mettre en place toute cette stratégie autour de tout ce qui est RSE et plus particulièrement tout ce qui est lié à l'environnement. Alors, il y a, au-delà de cette prise de conscience, un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui reste, pas principalement, mais qui reste d'abord, on va dire, un outil de communication. Certaines entreprises sont très avancées, d'autres moins, mais communiquent beaucoup. Donc voilà, ça reste encore quelque chose qui est aux prémices, mais qui tend à se développer, mais il y a encore beaucoup d'effets de communication versus une réelle prise en compte du sujet et surtout un développement important au niveau budgétaire, parce que, comme on va le voir, ça a des impacts très forts, cette transformation climatique a évidemment des impacts très forts dans le business, donc ça nécessite une véritable transformation. Et c'est ce qu'on peut voir à travers le dernier rapport qu'Accenture a sorti sur ce sujet, qui date de novembre dernier. Donc, en quelques mots, on voit une nette évolution dans la prise en compte de cette problématique avec le fait que cette notion de net zero targets est prise en compte par de plus en plus d'entreprises. C'est le point 01 sur la gauche du slide. On voit que ces entreprises, donc là, un tiers des entreprises qui étaient interrogées, qui prennent en compte cette problématique, se sont fixés également des objectifs autour de ces problématiques et du fait qu'ils soient fixés ces objectifs, ils ont évidemment mis en place des plans d'action et donc il y a un réel impact positif. Mais ce que l'on voit également, c'est que, en fait, il n'y a que 8% des compagnies qui ont décidé de mettre en place ces plans d'action. Et malgré ça, seulement 8% atteindraient les objectifs qui sont fixés en 2050. Et je dis bien atteindrait, puisqu'on voit des rapports réguliers qui sortent ces derniers mois, qui prédisent que les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2050 ne seraient clairement pas atteints, dans tous les cas, au-delà des entreprises, dans tous les cas. Mais voilà, il y a cette tendance qui est forte. Les objectifs ne seront certainement, malheureusement, pas atteints d'ici 2050, qui est une des dates butoirs, mais pour autant, on voit une proportion d'entreprises qui prennent le sujet à cœur et dans leur stratégie
de manière de plus en plus structurée. Mais néanmoins, il y a encore un chemin important à parcourir. Donc, les leviers, c'est que de plus en plus d'entreprises tendent à mettre en place ces stratégies autour de ces objectifs de net zéro. Ce qui devrait être le cas, hein, puisqu'on est encore une fois au début. On est passé, si on voit le chiffre qu'a donné Accenture, de 7% en décembre 2021 à un tiers des entreprises qui prennent en compte ce sujet en 2022, donc un an après. C'est quand même juste énorme, hein, comme progression. Donc il y a une possibilité de progression encore qui est extrêmement importante. Autre point, les entreprises qui ont pris en compte ce type de stratégie, qui se sont fixées des objectifs intermédiaires, sont celles qui avancent le plus vite dans cette trajectoire parce qu'ils ont des objectifs intermédiaires. Et puis, autre point important, chaque compagnie a un plan et une stratégie qui est différente, et du coup, elle va avoir une vitesse d'atteinte des résultats de ses objectifs qui ne sera pas forcément les mêmes, mais au bout du compte, l'important, c'est que les entreprises aient pris cette problématique au niveau de leurs préoccupations, et donc aient mis en place des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Et donc, qui dit plan d'action, comme je disais en introduction, dit pilotage, dit évaluation des risques, évaluation des impacts, projection, et donc dit data IA. Donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble de la chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure, il faut donc l'évaluer, l'analyser, la piloter et l'optimiser. Et donc aujourd'hui, jusqu'à présent, si je prends cette illustration, donc, qui est plutôt dans le monde de la PGC, de la grande distribution, déjà jusqu'à présent, les entreprises n'avaient, entre guillemets, qu'à travailler sur tout ce qui concernait l'impact de l'élaboration de leurs produits et de leur stockage. Et demain, en plus, ils vont devoir prendre en compte tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié aux fournisseurs en amont, tout ce qui est livraison, distribution, consommation, fin de vie, recyclage des produits en aval. Donc, ça veut dire qu'au-delà du scope 1 et 2, la notion de scope 3 va également devoir être prise en compte. Et en vrai, le scope 3 concerne en fait 70 à 80% de son empreinte réelle. Hein, puisque il y a ce que l'on produit, mais encore une fois, ce dont on a besoin pour produire ou pour proposer à la vente nos produits ou nos services. Donc, quand on fait un distributeur, il faut bien que les produits que je propose soient fabriqués, soient transportés, soient livrés par la suite, distribués, consommés surtout, et après arriver en fin de cycle. Donc, tout ça fait que, comme je l'évoquais, ça prend de plus en plus, cette évaluation de mon empreinte prend de plus en plus, au-delà de mon empreinte carbone, de mon impact sur la planète, prend de plus en plus d'importance dans l'évaluation et de la valeur, concrètement, de mon entreprise. Donc, au-delà de la matérialité, il y a cette notion, ce qu'on appelle de double matérialité, avec une notion de matérialité financière et une notion de matérialité environnementale et sociale. Dans le premier cas, c'est comment l'impact du changement climatique, quel est l'impact du changement climatique sur mon entreprise et mes activités, et également comment moi, en tant qu'entreprise, j'évalue les impacts de mes activités sur le changement climatique. Voilà, donc en fait, c'est des concepts, hein, c'est-à-dire dans le sens où ce sont des choses théoriques, mais c'est à travers ce concept de double matérialité qu'on va ensuite travailler sur, comme je l'évoquais, l'évaluation de mes impacts, la mesure de mes risques et toutes les projections que je peux faire, que ce soit en termes d'impact du changement climatique sur mon entreprise et mes activités,
ou pour évaluer l'impact de mes activités, de mon entreprise sur le changement climatique. Le tout s'appelle la double matérialité. Donc, si on arrive aux usages de la data et de l'IA, ça veut dire que grâce à la data et l'IA, et donc, en ce qui nous concerne, grâce à une partie de nos activités, de nos prestations de services, on est capable d'aller rencontrer et voir nos clients et leur dire que nous avons la possibilité de les accompagner, pour évaluer les risques, pour évaluer les impacts de sa stratégie, de ses process, de son delivery sur l'environnement, sur évidemment le social, la gouvernance de son entreprise, qu'on est capable également de l'aider à mesurer les risques. On va voir après des exemples par secteur d'activité, d'évaluer ces risques à ne pas faire, les risques de transition, qui sont aujourd'hui les risques les plus touchy à évaluer pour une entreprise. C'est-à-dire que si je change, si je prends le monde de la banque par exemple, si je change demain d'investissement en termes de portefeuille et que demain j'investis de moins en moins, par exemple, dans les énergies fossiles, qui est un des points chauds qu'on reproche aujourd'hui à l'univers de la finance, et que je dois donc investir dans des énergies renouvelables ou dans d'autres types de secteurs, c'est pas neutre. D'un point de vue économique, d'un point de vue business, pour moi, c'est clairement pas neutre, puisque tous les investissements et le financement des énergies fossiles avait un apport financier, on va dire, relativement important. Quid d'investir dans des énergies non fossiles qui aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, en termes de nombre d'entreprises dans lesquelles investir et de capacité financière de ces entreprises, ça n'est clairement pas la même chose aujourd'hui. Ça a tendance à évoluer, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est un risque de transition parce que je sais que je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Les entreprises, les banques aujourd'hui n'ont pas le choix. Il y a BNP qui s'est fait épingler encore il y a quelques semaines sur ce sujet-ci. En termes d'image, ça a forcément un impact négatif. Donc, il faut calculer, évaluer ces risques de transition et de la même manière les risques climatiques qui impactent aussi mes activités. Et puis, avec l'IA, on peut évidemment se projeter les impacts et les résultats de sa stratégie de transition à 3, 5, 10 ans. Comme on le disait, il y a ces objectifs à 2050, mais concrètement, il y a un nombre d'étapes extrêmement importantes d'ici là. Il faut comme pour tout type de projet, il faut y aller pas à pas et se fixer des ambitions raisonnables à chaque étape. Et donc, pour se fixer ces ambitions raisonnables, il faut évaluer, analyser, prédire ce qui peut se passer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans et plus en fonction de ce que j'ai mis en place. Et qu'est-ce que je dois mettre en place également. Et puis, évidemment, qui dit data, IA, et au regard des sujets qu'on évoque, il faut communiquer, donc produire des reportings sur ces impacts, sur ces risques, sur ce que produiraient les impacts bénéfiques que produiraient les études prédictives que je peux faire, ou les impacts négatifs. Et donc, derrière, il faut déployer des reportings, des outils d'analyse. Et au-delà de déployer ces outils-là, il faut qu'ils soient construits d'une manière à ce qu'ils soient suffisamment didactiques, à ce qu'ils soient suffisamment pédagogiques, à ce qu'ils puissent permettre à des décideurs qui sont plus ou moins convaincus du bien fondé de tout ce type, de tous ces projets, de prendre des décisions qui vont dans mon sens. Donc, c'est aussi un point extrêmement important, tout l'aspect vise concrètement des reports. Donc, si on rentre dans les points que je viens d'évoquer, en termes d'impact, il y a 2 grands types d'impacts. On appelle les impacts directs et les impacts indirects. Donc, dans le premier cas, c'est en fait tout ce qui concerne mon entreprise, donc l'immobilier, les projets, les transports, l'infrastructure, l'énergie, etc., que je dois aujourd'hui évaluer pour évaluer l'impact que j'ai justement sur notamment mon empreinte carbone. Et puis, j'ai aussi des impacts indirects. Donc là, c'est les impacts de mes activités.
carrément deux grands types. Pour faire simple, mes bâtiments et tout ce qui est lié à ça, et mes activités. Là, en fonction des secteurs, évidemment, on parle de choses complètement différentes. Dans la distribution, c'est l'activité de mes produits, de location de location de véhicules, de proposition de services complémentaires à mes ventes de produits. Évidemment, dans la banque, c'est autre chose. C'est les activités de financement, d'investissement, les services au marché, les chaînes d'approvisionnement, c'est encore autre chose. Donc, en fait, en fonction des secteurs, on va retrouver des référentiels communs, comme tout ce qui est sur la partie gauche du slide, et en revanche, sur la partie droite, là, tout ce qui est propre à mon activité. Donc, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça reste quand même relativement nouveau. Et donc, aujourd'hui, on est toujours, quand je dis on, c'est les cabinets de conseil, les entreprises, on va en parler tout à l'heure, les agences de rating qui proposent des contenus, sont toujours en train, aujourd'hui, de travailler à identifier quelles sont les données qu'il faut utiliser pour évaluer ces impacts en fonction des secteurs d'activité, en fonction de l'activité de chaque entreprise, pour pouvoir être le plus proche possible d'une réalité. Donc, évaluer l'impact d'une activité de financement, il y a une multitude de données à prendre en compte. Donc, le secteur dont on parle pour financer, l'entreprise que l'on va financer, comment on le finance. Donc voilà, il y a tout un corpus de données qui qui doivent être utilisés pour évaluer ces impacts, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas un cadre de référence propre à un univers ou qu'un secteur d'activité qu'on peut réutiliser de manière récurrente. Aujourd'hui, chaque entreprise, chaque acteur qui aide ces entreprises ont des inputs, des insights qui sont différents. Pour autant, l'objectif de ces prochaines années est de tendre vers un référentiel commun, mais aujourd'hui, ça n'est clairement pas encore le cas. Concernant les risques, il y a trois grands types de risques. Alors, surtout les deux premiers qui sont aujourd'hui le plus mis en avant, donc les risques physiques. Donc, les impacts financiers encourus par les établissements dus au changement climatique, comme l'augmentation de la fréquence d'événements extrêmes, des typologies de risques qui prennent un événement chronique également. Concrètement, ça peut nous paraître assez étonnant, mais pour des entreprises comme LVMH ou même Nestlé, qui produisent dans des pays qui sont plutôt loin de l'Europe, donc dans des pays en Asie ou ailleurs dans lesquels il y a des événements climatiques de plus en plus récurrents qui ont des impacts concrètement sur les usines, sur les employés. C'est des risques aujourd'hui qu'il faut mesurer parce que malheureusement, dans les prochaines années, ces risques vont continuer à devenir de plus en plus importants. Donc, ça a à la fois un impact concrètement sur mes coûts de fonctionnement, mais aussi sur mon empreinte carbone. Et puis, je l'évoquais, il y a les risques de transition. Donc, je en ai parlé il y a quelques instants. C'est derrière quelle perte financière sera générée si je change mon modèle de fonctionnement, mes process, mon organisation, la façon dont je fabrique mes produits, le fait de passer, si je prends l'exemple de McDonald's récemment, le fait de passer à des couverts jetables, voire inexistants, à aujourd'hui des couverts réutilisables, enfin des couverts et des lave-vaisselle et des couverts réutilisables. Il y a des tas d'exemples comme ça. Le fait de ne plus utiliser certains types de produits dans l'élaboration, certains types de matières premières, dans l'élaboration de mes produits, concrètement, quel impact ça a tant dans l'aspect financier, là c'est le côté parfois souvent négatif, mais aussi l'aspect positif dans le cadre de ma transition.
idem, j'évoquais la notion des banques, passer du financement et des investissements avec des groupes énormes comme Total et donc investir un peu plus dans des plus petites structures qui travaillent sur de la green energy, c'est clairement pas la même chose en termes de rentabilité. Et puis les risques de responsabilité, là c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas encore on n'a pas encore d'exemple important de risque de responsabilité. Enfin, on n'a pas encore d'exemple concret d'une entreprise qui a été complètement, dont la valeur a été complètement dénaturée par ses choix ou ses non-choix en termes de transition énergétique. Mais à un moment donné, comme pour RGPD, j'imagine, alors j'en sais rien du tout, mais j'imagine qu'il va y avoir des amendes, et certainement avec des montants assez importants, lorsque les différents objectifs qui ont été fixés ne sont pas atteints, ou les moyens pour les atteindre ne sont pas mis en place. Et là, il y aura clairement des impacts forts sur les dépréciations de capital, par exemple. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Demain, ça pourrait exister. Alors, pas forcément sur l'atteinte des objectifs, puisque ça reste quand même potentiellement subjectif. Et comme on le voit, l'entreprise n'est pas forcément la seule à être maître de son empreinte. En revanche, sur les moyens, l'évaluation des moyens mis en œuvre, ça, c'est quelque chose qui peut être évalué. Donc, les risques, si on prend quelques exemples en fonction des secteurs d'activité, donc dans la banque, on parle de risque de crédit, de risque de marché, de risque d'assurance. Dans le secteur de la distribution ou du luxe, par exemple, là, on a un volant de risque qui est effectivement très important. Donc, les risques industriels liés à ces activités de production, de distribution, les risques liés à l'utilisation à la fin de vie de ces produits doivent également pris en compte. Donc les risques liés aussi aux attentes, aux aspirations des consommateurs, idem, plus subjectif, mais concrètement, c'est important et intéressant pour une entreprise dans le secteur de luxe de faire une étude prospective sur quel impact ça a sur mes consommateurs, sur mon image, de ne pas faire telle ou telle chose. Donc, ce qui montre aussi que quand on parle d'utilisation de la data et de l'IA dans la transition énergétique, ça n'est pas uniquement pour évaluer, mesurer son empreinte carbone en tant que telle. C'est aussi pour travailler sur des projets complètement différents, mais qui ont un lien direct ou indirect, comme par exemple, comme je disais, travailler sur l'impact que mes actions ont sur mon image. Ou si je prends un autre exemple, par exemple à l'ASG, ils travaillaient sur un projet au niveau de l'IT, donc c'est une petite équipe de 2-3 data analystes et data scientists qui travaillaient à mettre en place des algos, un référentiel qui permettait d'évaluer l'impact des projets informatiques qu'allait lancer l'ASG. Voilà, donc derrière, ce n'est pas pour évaluer l'impact, l'empreinte carbone de l'ASG, c'est pour évaluer certains types de projets IT et évaluer leur empreinte carbone. Voilà, donc on peut utiliser la data et l'IA à tout niveau en termes de taille de projet qui tourne autour de cette thématique. Si je prends l'IA, justement, là, on va pouvoir avoir aussi un scope de thèmes sur lesquels travailler extrêmement large. Si je reprends l'exemple de la grande distrib, on peut donc travailler sur l'optimisation du chargement de ces camions au sortir des entrepôts pour limiter le nombre de kilomètres parcourus. On peut coordonner les transports entrants et sortants grâce à des outils de visibilité en temps réel. Donc là, on fait un lien avec l'IoT pour gérer activement les mouvements de marchandises. On peut améliorer les prédictions de temps de transit, l'inventaire des marchandises. Si on prend le secteur de luxe qui a des points communs, il y a des points communs avec la grande distrib également. Donc, améliorer la traçabilité avec la création d'une empreinte numérique, comme on l'évoquait, avec le scope 2,
avec Scope 3, pardon, on doit prendre en compte ce qui se passe en amont de ma chaîne, en amont de la chaîne. Donc, il faut le tracer et le mesurer, ça peut passer par cette empreinte numérique. On peut améliorer la gestion des stocks pour limiter le gaspillage. Et puis adapter évidemment les volumes produits en fonction de sa capacité de stockage. Et ce qu'on voit à travers la plupart de ces exemples, c'est qu'au-delà de contribuer à limiter son empreinte ou son impact sur la planète, ça a aussi des impacts positifs sur l'aspect business, puisque la plupart des exemples qui sont cités ici vont aussi permettre de réduire les coûts ou d'optimiser ses marges. Donc, concrètement, c'est positif dans tous les cas pour les entreprises, quelle que soit leur conviction, on va dire, sur tout ce qui est green. Si on prend d'autres exemples, donc dans le secteur de la banque, il y a la notion d'évolution des scores de risque, évidemment, en intégrant des nouvelles données dans les scores qui sont utilisés. Si je prends l'exemple d'un projet sur lequel on travaille en ce moment, on travaille, pour faire simple, sur ça s'appelle un robot advisor, donc c'est chez Natixis. Donc c'est un robot qui est alimenté par un certain nombre de SI sources et ensuite des algos ont été élaborés avec l'objectif de proposer des produits ou des services les plus adaptés au profil des clients lorsqu'ils sont reçus en agence. Donc en fait, les conseillers en agence sont remontés sur la fiche client les produits et les services qui pourraient mieux correspondre à la personne qu'il a en face de lui. Et donc aujourd'hui, ce moteur évolue. Donc un des projets 2023 dans le cadre de ce programme de Robot Advisor est d'intégrer un certain type et volume de données relatifs à tout ce qui est green finance, de manière à ce que les conseillers en agence puissent proposer, au-delà du produit qui correspond, on va dire, au profil du client, au profil du client de par ses consommations habituelles, correspondent également au profil du client en fonction aussi de l'impact qu'ont mes placements, mes investissements au regard de ce que ce client est capable d'accepter ou pas en termes de nouveaux investissements. Voilà, donc c'est aussi typiquement des projets concrets. Ce sont typiquement des projets concrets qui sont également dans cet esprit de contribuer à faire en sorte que l'entreprise évolue et que sa stratégie soit mise en œuvre de façon concrète jusqu'à, au-delà des grandes intentions, jusqu'à la proposition de ses produits ou de ses services à ses clients. Donc, on a vu que toute cette évolution au sein des entreprises prenait de plus en plus d'importance. On a vu ce qu'on pouvait faire avec de la data en termes d'usage, avec de la data et de l'IA. Maintenant, l'idée est de se dire avec quoi je travaille. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de sources qui doivent me permettre de disposer des données suffisantes pour concevoir soit les reportings que j'évoquais, soit les études ou les use cases tels que ceux qu'on vient de voir. Donc, des sources de données, je dirais que c'est... En fait, là, je peux faire un autre parallèle avec tout ce qui est marketing client, concrètement. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des études ou des scorings, des ciblages ou des études clients, on utilise des données internes, on utilise des données externes comme de l'open data et on utilise des données externes comme celles fournies par des agences, par des agences de rating ou autres. Pour les use cases propres à l'univers de la transition énergétique, c'est le même principe.
on va avoir des données internes et des données provenant de l'extérieur. Alors, c'est le même principe, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes données. Donc, les données internes, les données de finance, de conformité, de procurement, d'IoT, on a un potentiel qui est relativement important. On a de plus en plus accès à des données externes en libre service. Il y a par exemple des acteurs comme Engie, comme Enedis, pardon, qui mettent à disposition un certain nombre de données que l'on peut utiliser gracieusement et qui sont extrêmement riches par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire pour mettre en place mettre en place ce qui est nécessaire pour concevoir nos reporting, pour piloter notre trajectoire ou autre. Donc, ça peut être données de géolocalisation, de météorologie, de consommation d'énergie, d'exploitation de ressources. On a un panel externe qui est relativement important si on se donne la peine d'aller les chercher. Quand je dis on se donne la peine, je parle des entreprises. Et puis, on a également les fournisseurs externes. Donc là, derrière les fournisseurs externes, on a un nombre d'acteurs qui est relativement important. Évidemment, il y a plusieurs agences de rating qui se sont lancées sur cette thématique. Donc, il y a plusieurs des agences spécialisées comme MSCI, alors c'est des acteurs américains, hein, MSCI ou ISS, qui mettent à disposition un certain nombre de données. Il y a également Moody's, qui est une agence de notation qui est relativement connue. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont lancés sur ces sujets-ci et concrètement, ils mettent à disposition des entreprises des données de scoring, des données de rating, de screening, de heatmaps. Alors pour ceux qui sont familiers avec tout ce qui est marketing client, je pense que les termes vous sont familiers également. Donc, comme je disais, un même principe, sauf que derrière, on va retrouver autre chose. On ne va pas retrouver des scores de churn, on va retrouver en revanche des scores d'exposition aux risques environnementaux. Donc, alors évidemment, derrière, les données qu'on utilise pour les calculer sont différentes. En revanche, les compétences des data analysts ou data scientists qui travaillent sur ces sujets sont les mêmes. Compétences métiers et fonctionnelles, métiers et techniques. Donc, derrière les scoring, donc l'objectif, c'est d'évaluer l'exposition au risque. Derrière le rating, il y a des centaines d'indicateurs qui sont disponibles qui sont élaborés, hein, sont les méthodes de chacun des cabinets, mais qui sont à disposition et utilisés aujourd'hui par les entreprises. Si on va aller plus loin, il y a aussi toute la notion de heatmaps. Donc là, on est sur des représentations de ces données statistiques, sauf que au lieu d'avoir des heatmaps, si je prends le monde de la data marketing, des heatmaps, par exemple, de géolocalisation au sein des centres commerciaux de navigation des consommateurs ou sur les sites web, navigation des consommateurs sur les sites web, là, on va avoir un autre type de représentation plus lié au risque climatique. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être des heatmaps où on met en avant le fait que telle ou telle région, tel ou tel secteur sont potentiellement à risque pour des implémentations ou ce genre de choses. Et puis, on va aujourd'hui jusqu'à l'analyse de contenu, donc avec tout ce qui est screening, donc analyse de contenu. Derrière, hein, c'est des techniques de NLP, de computer vision. Encore une fois, on reprend les mêmes concepts que pour les autres thèmes sur lesquels on utilise la data et l'IA. Et là, on peut travailler sur l'analyse de texte, d'images, par exemple, pour évaluer sur les réseaux sociaux les retours que peuvent faire les clients ou sans que ce soit forcément des clients, mais en tout cas les différents types de populations qui parlent de telle ou telle entreprise sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, en fait, avec l'ensemble de ces données, aujourd'hui, on peut donc travailler à évaluer, comme je disais tout à l'heure, les impacts, ces risques, et travailler sur les différents use cases que j'ai également évoqués.
Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est clairement une nouvelle dimension dans la stratégie data des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de communication. On est au début. En revanche, ça va être inévitablement un pan de la stratégie d'entreprise qui va prendre de plus en plus d'importance. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est inévitable aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, y compris, je l'ai dit à certains moments, pour des raisons business, hein, par l'image, par le fait que travailler sur certains use cases qui ont pour objectif de limiter, dans la mesure du possible, mon impact, ça aussi permet de limiter mes coûts. Ne serait-ce que ça veut dire que c'est un sujet qui va prendre de plus en plus de place. Néanmoins, comme c'est un sujet nouveau, c'est un sujet qui parfois fait un peu peur aux entreprises, pour avoir discuté avec certains clients, fait un peu peur aux entreprises, et ils ne savent pas trop comment prendre le sujet. C'est aussi ça un peu l'écueil, c'est pas tant un manque de volonté, c'est le fait d'arriver dans un monde qui est encore en construction. Quand je dis en construction, c'est justement toute cette notion de référentiel. Il n'y a pas beaucoup d'abac aujourd'hui, il y a des exemples, il y a quelques exemples concrets. On voit par exemple un groupe comme Kering, qui s'est lancé dans ces sujets de façon réelle et sincère depuis déjà une bonne dizaine d'années. Voilà, mais pour autant, eux-mêmes continuent d'évoluer, continuent d'avancer. Parce que, comme on le voit, sur le fait que c'est une nouvelle dimension de stratégie data, derrière, ça veut dire qu'il faut mettre en place les bons process et les moyens qui sont nécessaires. C'est-à-dire, si je prends le troisième point de multisourcing, on parle donc d'une forte hétérogénéité de données, de multiples sources. Donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place une architecture agile, mais donc nouvelle, qu'il faut mettre en place également une gouvernance, puisqu'on parle de différents acteurs qui recueillent, qui consomment, qui exploitent ces données. Donc, il faut mettre en place toute une gouvernance. Et puis, il faut travailler sur toute une stratégie autour de l'identification de ces données. Il faut travailler et s'assurer de la disponibilité et fiabilité de ces données. Et il faut aussi s'assurer du bon niveau de maturité des différentes parties prenantes au sein de mon entreprise. Et donc, ça passe du top management décideur jusqu'aux collaborateurs qui recueillent les données, voire aux data analysts, data scientists, qui techniquement sont potentiellement très forts, y compris les nôtres, mais en revanche, qui ne sont pas des experts potentiellement de ce sujet. Et donc, il y a cette notion de sensibilisation aussi qui est nécessaire. Donc, tout ça fait que c'est un nouveau pan de la stratégie qui va être pris en compte par les entreprises, mais qui va nécessiter un certain nombre d'étapes avant que ça devienne complètement incontournable. Mais pour autant, dès aujourd'hui, nous avons, nous, acteurs du conseil de la data et de la tech, un rôle important qu'on peut jouer et accompagner nos clients dans cette transformation. Pour conclure, un clin d'œil quand même au secteur du numérique, parce que là, vous avez entendu, hein, tout est beau, tout est parfait. Heureusement que la data et l'IA sont là pour contribuer à cette transition. Bon, en vrai, vous le savez déjà, mais c'est clairement pas neutre. C'est clairement pas neutre. Pour autant, nous aussi, on fait des efforts. Enfin, en tout cas, notre secteur fait aussi des efforts. Mais c'est vrai qu'on entend pas mal de choses, comme si Internet était un pays, il serait troisième consommateur d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. C'est vrai que ça fait un peu peur. Les data centers, c'est 2% d'émissions de gaz à effet de serre qui pourra avoisiner les 7% en 2040. C'est quand même juste énorme, hein, concrètement. Mais pour autant, on a besoin au-delà d'Internet, sur le data center, on a besoin de ces data centers pour réaliser tout ce qu'on vient de voir.
Donc, il y a effectivement un certain nombre d'initiatives qui sont menées. Donc, il y a notamment, j'évoquais en introduction, cette notion de différents textes, chartes auxquels souscrivaient les acteurs de chaque secteur. C'est effectivement vrai également dans l'univers des data centers, où il y a cette charte Climate Neutral Data Center et également même type de groupement en France auxquels souscrivent les différents acteurs de cet univers, donc Orange, OVH ou autres, puisque c'est effectivement pas neutre. Il y a la consommation de ressources pour tout ce qui est construction, fabrication de matériel informatique, et puis surtout, il y a toute la consommation d'énergie ensuite pour opérer les bâtiments, pour faire fonctionner les équipements, également la consommation d'eau pour la climatisation, pour le refroidissement. Il y a aujourd'hui des réflexions, alors est-ce que c'est utopique ou pas, mais des réflexions de construction de data centers au fond des océans ou dans des pays plus nordiques, concrètement. Donc il y a des réflexions qui sont menées là-dessus, mais bon, au-delà de ça, il y a donc des initiatives en France, on voit avec Orange par exemple, avec, alors là l'article c'est 2 nouveaux data centers, mais en fait ça en fera 3 parce qu'il y a déjà un data center nouvelle génération qui existe. Il y a 3 nouveaux data centers donc, qui vont être ou qui sont en train d'être lancés et qui in fine remplaceront les 10 data centers existants aujourd'hui, ancienne génération chez Orange. Voilà, donc on voit qu'il y a une évolution, mais il y a encore, y compris donc, dans notre univers, dans notre univers de travail à nous, beaucoup encore d'évolutions à faire. Peut-être rapidement, pour conclure, c'est pas tant les perspectives, c'est plus une synthèse de la façon dont il faut opérer pour tirer une meilleure partie de la data et l'IA. Il faut donc bien que les entreprises intègrent cette dimension ESG dans sa stratégie et surtout dans sa déclinaison opérationnelle. Ça, si je me positionne comme un cabinet de prestation de services, c'est plus du conseil, c'est moins dans notre type d'activité. Il faut ensuite recenser les impacts à chaque étape de sa chaîne de valeur. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut, nous, plus travailler. Cartographier les étapes, identifier les impacts de la transition, comme on l'a évoqué. Et puis, évoluer vers un pilotage de sa performance extra-financière. Les entreprises y vont de toute façon plus ou moins contraintes et forcées par la réglementation et par le positionnement des investisseurs. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, va devoir être mis en place, donc, contraint ou non, on va avancer de plus en plus vite là-dessus. Et puis, exploiter la data à des fins d'optimisation de sa trajectoire. Et donc, sur ces phases 3 et 4, c'est là où nous, on a vraiment un apport fort chez nos clients. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des compléments, des points non abordés qui vous sembleraient intéressants d'évoquer? De ma part, déjà, merci. Oui, bonjour, c'est Ahmed qui parle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends. Merci pour la présentation, Guillaume. Pour moi, c'est nouveau, donc ce format est nouveau. Mais sinon, tout était clair. De ma part, j'ai pas de remarques ou des questions pour le moment. Peut-être je reviendrai pour toi en consultant un peu en détail les textes juridiques qui agissent dans ce sens. Et sinon, merci. Tout est clair pour moi. OK. C'est bon pour tout le monde ou vous avez... Parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas.
Merci à vous pour votre présence. Et si vous avez des questions ou si vous voulez évoquer des sujets que vous pouvez voir chez vos clients, n'hésitez surtout pas. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Ça Au fait- revoir. Bonne journée à Bonne tous. Au revoir. Au revoir. Dernière slide.